Est-ce que t'es déjà allé chez le kiné? Cette semaine, on va parler d'un autre genre de kiné, à mon avis, que t'as pas idée. Sexpense. Le podcast qui pense à ta sexualité, qui pense ta sexualité et qui expanse l'univers de la sexualité avec toi. Chaque semaine, on va explorer la sexualité alternative en parlant BDSM, fétichisme, libertinage, au travers d'interviews, de mes expériences personnelles, d'histoires érotiques. Cette semaine, je suis avec le Dr House du vagin. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et pourquoi tu t'appelles le Dr House du vagin? Alors, je me révèle en fait parce que je disais que je voulais rester anonyme, mais bon, c'est l'occasion. Donc, en fait, je suis Mathieu Pichoff, donc je suis un kiné de 44 ans et je suis marié et j'ai 3 enfants. Et en fait, je suis sur le bassin d'Arcachon, en Gironde, dans le sud-ouest. Et en fait, pourquoi Dr House du vagin? Parce que dans ma pratique, en fait, je voulais partager des expériences, des histoires qui m'arrivaient, les histoires de mes patients, tout ça, parce que comme on le verra plus tard, je travaille dans la sexologie dans le Périnée. Du coup, il y a des patientes qui se sentaient vraiment très seules, qui pensaient qu'elles étaient toutes seules à avoir tel ou tel problème et tout. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée de vouloir partager leurs expériences pour que d'autres personnes se reconnaissent et du coup se sentent moins seules. C'est pour ça que j'ai fait une page entre guillemets anonyme pour que les gens puissent se parler plus facilement, plus librement, pour pas qu'on me reproche aussi que je fasse de la pub pour moi-même, pour mon cabinet, tout ça. Et pourquoi Dr House du vagin? Parce que en fait souvent j'ai des cas très compliqués. Et comme dans Dr House, la série à la télé, où ils sont en train de se casser la tête pour trouver pourquoi la ci, pourquoi la ça, et du coup, comme j'ai affaire à des cas souvent très complexes, ça me demande un certain niveau de réflexion ou alors une mise en place d'une thérapie qu'il faut que je modifie au fur et à mesure des séances. Et donc, comme c'est du coup, ça m'a fait penser à Dr House. Et comme je travaille dans la rééducation périnéale, Dr House du vagin, ça s'est imposé naturellement, en fait. Ouais. C'est trop cool. Et pourquoi t'as choisi cette activité-là en particulier? Parce que c'est spécifique. Alors, en fait, c'est vraiment... c'est un peu du hasard au départ. En fait, donc du coup, déjà au début, j'étais gendarme avant de reprendre mes études. Et parce que j'étais un branleur au lycée, donc j'étais vraiment pas très vaillant. Et du coup, je voulais pas trop faire d'études et du coup, je suis parti en gendarmerie dès que j'ai été diplômé au bac. Et en fait, un week-end où j'étais chez ma mère en permission, chez mes parents, ma mère, elle a fait une hémorragie digestive dans la nuit. C'est les médecins du SAMU qui l'ont sauvée. Et donc, suite à ça, j'ai dit, je vais faire pareil, je vais faire SAMU, je vais sauver des gens. Donc, du coup, j'ai arrêté la gendarmerie, je me suis présenté à la fac de médecine, mais comme ça faisait plus de 2 ans que j'avais eu le bac, il a fallu que je justifie que j'avais pas fait d'année blanche et tout ça à la fac de médecine. Donc, j'ai eu un rendez-vous avec le doyen de médecine et j'ai pu intégrer la faculté de médecine de Toulouse. Et j'ai fini très très bien classé. Le problème, c'est que j'ai été comme j'avais beaucoup de lacunes en chimie parce que j'avais pas été bon élève du tout au lycée. Et j'avais même malgré mon classement, j'étais 8e sur 4000, j'ai pas eu le droit de choisir médecine. Donc soit je redoublais, mais j'étais déjà plus âgé que les autres collègues, que les autres élèves, soit je prenais par défaut kiné ou dentiste. Alors je me voyais pas dentiste, donc j'ai pris un peu kiné par défaut. Et mais du coup, en fait, au début, c'était par défaut. Puis en plus, on avait les mêmes cours communs avec les 2e années de médecine et tout ça. Donc j'étais au début un peu frustré. Et petit à petit, je me suis épanoui dans la kinésithérapie. Et aujourd'hui, je suis un kiné parfaitement épanoui. Et pourquoi le périnée ou la sexologie? Parce que là où je me suis installé à Cazaux, en fait, à Arcachon, encore le hasard, c'est que c'est à côté d'une base aérienne. Et du coup, la moyenne d'âge de la population est assez jeune. Et donc, du coup, rapidement, dès que je me suis installé, surtout qu'il y avait un vieux kiné avant qui faisait que du domicile, donc moi, j'ai créé un cabinet. Et j'ai eu rapidement des femmes en postpartum, donc après la grossesse. Et donc, du coup, je me suis mis à faire une rééducation kiné périnéale, mais vraiment purement sortie scolaire, quoi. C'est-à-dire que je ne savais pas faire grand-chose. Donc, je me suis lancé rapidement dans des formations complémentaires en rééducation pelvienne, à ce qu'on appelle l'EIRPP, donc c'est l'École internationale de rééducation du plancher pelvien.
Il y a deux gros groupes leaders en fait en formation périnéale en France. Et donc, j'ai fait tous les cursus de rééducation périnéale. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Et en 2016, en 2013, pardon, j'ai fait partie d'un mailing list. Je sais pas comment, le hasard encore, mais le hasard fait bien les choses. J'ai fait partie d'un mailing list de la faculté du CHU de Bordeaux, en fait, qui disait que l'enseignement de sexologie recommençait en fait à Bordeaux, parce que c'était un enseignement qui avait été arrêté. Le diplôme de sexologue n'existait plus. C'est une longue histoire, mais ça a repris en 2013. Et du coup, ils appelaient aux candidatures. Et donc, du coup, j'ai postulé et du coup, j'ai pu faire non, je suis en 2016, pardon, c'est bien ça. Et j'ai pu faire, du coup, un diplôme interuniversitaire d'études en sexualité humaine. Et depuis 2019, en fait, je fais une activité 100% pelvienne et sexologique au niveau du cabinet. C'est trop stylé. Je trouve ça passionnant comme histoire. Il y a beaucoup de dévotion. Et en même temps, t'es allé d'opportunité en opportunité, puis au final, on a l'impression que c'était ton destin, quoi. Voilà, ouais, tiens, tu vois, je voulais en parler plus tard, mais un jour, sur une conférence que je faisais, il y a une dame qui est intervenue et qui m'a dit t'as une mission dans ce monde pour les femmes. Elle m'a dit ça en pleine conférence, et en fait, ça m'a vachement touché. Et tu vois, le parcours de vie, peut-être que, effectivement, c'est vrai, quoi, tu vois. Mais de fou, ça se sent, on dirait que tous les trucs se sont goupillés pour tomber pile poil quand on avait besoin, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le hasard ou la destinée, je sais pas. C'est génial. Et du coup, voilà, et d'être un kiné par défaut au début de ma carrière professionnelle, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, je suis un kiné parfaitement épanoui et parfaitement établi. Et même si c'est des grosses journées, je suis parfaitement heureux de ce que je fais. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce qu'on met pas la même énergie quand on est heureux et passionné. Exactement. Et du coup, tu partages sur ton compte hâte secret d'un kiné sexo, avoir une autre activité, aller sur des tournages. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi? Alors ça, c'est parce que j'ai une deuxième casquette, c'est celle de réalisateur-producteur. En fait, je pense, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'ai toujours été attiré par le côté artiste cinéma, et même très jeune, j'ai toujours fait des vidéos, mais même en école primaire, on tournait des fausses pubs un peu à la façon Inconnue ou Les Nuls, ceux qui connaissent. Et donc on tournait avec une vieille caméra, et à l'époque c'était avec les magnétoscopes qu'il fallait tirer les fils, les cassettes. Même les jeunes aujourd'hui savent même plus ce que c'est une cassette VHS. Oui. Mais nous, on a toujours fait des trucs comme ça. On reprenait des articles, des vrais articles dans le journal, et nous, on piquait les photos du journal La Dépêche du Midi, et on refaisait notre propre journal, et on allait le vendre chez les voisins, et en fait, on s'achetait des bons becs avec et tout ça. Et en fait, j'ai toujours eu ce côté créateur ou écriture, ou en tout cas artiste. Et en fait, aujourd'hui, j'ai créé une boîte de production audiovisuelle. Voilà. Je suis reconnu auteur auprès de la SACD. La SACD, en fait, c'est la société des artistes, c'est la société des auteurs dramaturges. Et en fait, donc, je suis reconnu aujourd'hui comme auteur. Et j'ai un numéro d'auteur. Donc, c'est-à-dire que quand je fais des scénarios, tout ça, c'est protégé par des numéros. Mais à côté de ça, du coup, je fais de la production audiovisuelle. Soit je tourne mes propres fictions, ou soit on fait de la captation, c'est-à-dire qu'on va filmer des spectacles. On a fait aussi un reportage pour Arte en 2021 ou 2022, je sais plus, sur la masturbation. En fait, on a fait un petit reportage pour Arte. Et en fait, j'ai gagné un prix en 2018 aux USA, à Los Angeles. J'ai gagné le festival du film néo-noir, c'est-à-dire les films thrillers. Et l'année dernière, à Cannes, j'ai présenté mon premier long métrage en 2023 qui s'appelait Laissez-moi partir. Alors, du coup, on n'a pas du tout gagné, on a été un petit peu, voilà, mais du coup, on y a participé une première fois. Et du coup, là, je viens de finir le tournage de mon deuxième long métrage pour représenter à Cannes l'année prochaine. Mais c'est top. Voilà. C'est trop bien. Et t'arrives à concilier les deux, du coup, ta vie de Dr House du vagin et ta vie d'auteur-réalisateur. C'est génial. Ouais, alors je dors pas beaucoup, mais oui, ouais. Et donc du coup, j'ai le côté, voilà, c'est mes deux passions. Le cinéma, je vais beaucoup au cinéma. J'y vais 1 à 2 fois par semaine, et ça me passionne. Je vais voir
beaucoup de films d'horreur, beaucoup de films d'action, beaucoup tout en fait, voilà, tout, voilà. Et puis voilà, et puis le côté cabinet qui m'épanouit aussi, où ça me demande beaucoup d'énergie et de temps. Mais voilà, les deux s'y retrouvent. En fait, j'ai l'évasion par le côté réalisation, écriture, production, amusement, parce que c'est un jeu, entre guillemets, pour nous quand même. On n'est pas des boîtes de prod avec des grosses pressions au niveau timing, tout ça. En fait, on joue tranquille, petite cour. Donc, du coup, c'est plus un amusement pour nous. Et voilà, en fait, j'arrive à concilier les deux, mais j'ai besoin des deux, je pense, pour m'évader quand même, des journées qui sont pas forcément faciles, quoi. Et du coup, le côté kiné, tu fais ça en kiné sexo depuis 2016-2019, c'est ça que tu disais. Et les tournages, et la production, ça a commencé en 2015. En fait, si tu veux, je suis un gros gamer. Okay. Je joue beaucoup à la PlayStation et il y a un jeu qui m'a particulièrement plu qui s'appelle Assassin's Creed. En fait, c'est une histoire c'est un jeu fiction où c'est l'histoire aujourd'hui, dans le temps moderne, des scientifiques qui analysent les mémoires génétiques de certaines personnes pour remonter dans le temps et retrouver où est le fameux la pomme d'Éden, quoi, le trésor des Templiers qui serait la pomme d'Éden. Et en fait, ce jeu, il est passionnant parce que c'est un jeu historique, ça reproduit la ville de Rome, enfin bon, c'est assez ouf comme jeu. Et je me suis dit dans ma tête, mais c'est bizarre qu'il y a des jeux qui ont été adaptés au cinéma, mais des jeux bien pourris et qui ont donné des films bien pourris. Et ce jeu-là, qui est grandiose et qui est peut-être l'un des jeux les plus connus, n'a jamais été adapté au cinéma. Et je dis, c'est moi qui vais le faire. Et du coup, on a commencé à faire des petites vidéos YouTube. On a commencé à l'appareil photo, enfin, on a bricolé. Et en fait, petit à petit, on a commencé à progresser. Et puis, il y a des gens qui nous ont rejoints. Un vrai cadreur qui est venu, qui nous a fait du vrai montage et tout. Et j'ai découvert, en fait, par contre, je dépendais entièrement de tierces personnes pour pouvoir faire ces productions, ces réalisations. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ce qu'on appelle des kinosessions. Donc ça, c'est une grosse structure à Bordeaux où c'est des amateurs et des professionnels de cinéma qui se regroupent tous les 2 mois. Et en fait, ils s'amusent à se lancer des défis, des thèmes et des durées de films. Et c'est pour promouvoir la production en mélangeant des professionnels et des amateurs. Donc j'ai commencé à intégrer ces structures-là de kinosessions. Et c'est là que j'ai énormément appris, énormément découvert le monde du cinéma. Et on a commencé à faire des productions autres que ma chaîne YouTube Templar Skill. Et c'est en faisant un festival à Bordeaux de kinosession, qui était un festival international où on a fait un film du coup sous-titré en anglais, que par les miracles d'Internet, mon film a été vu aux États-Unis. C'est comme ça que j'ai été sélectionné à Los Angeles et c'est comme ça que j'ai fini à Los Angeles. Et donc, j'ai gagné ce festival en 2018. J'ai même reçu les félicitations de l'Assemblée nationale pour avoir... je l'ai affiché sur mon bureau d'ailleurs. Je vous prie de bien vouloir recevoir mes sincères et très chaleureuses félicitations pour la réalisation de votre court-métrage Peur sans fin pour le festival Los Angeles Néo Noir, tu vois. Donc, je l'ai même sur mon bureau. Et du coup, c'est là qu'on a dit, allez, en banco, on va faire des trucs plus gros. Et c'est là qu'on s'est mis à faire des productions et on a commencé à faire du festival. Je dis on parce qu'en fait, certes, c'est moi qui réalise et qui écrit les films, mais j'ai besoin d'une grosse équipe derrière parce que ça se fait pas tout seul. Et donc, voilà, j'ai besoin de toutes ces personnes qui m'entourent pour pouvoir faire toutes ces productions. Voilà, donc c'est pour ça que je dis on pour la réalisation parce que on est une grosse machine maintenant, en fait. On a fait des gros tournages avec une trentaine, quarantaine de personnes sur les tournages. Ça commence à faire de la grosse production, quoi. Même pour de l'amateur, entre guillemets, on commence à avoir un niveau quand même qui commence à être... Voilà, si on a fait Cannes, c'est qu'on commence à grimper en niveau, quoi. Voilà. C'est clair, mais c'est canon. C'est hyper canon. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans l'activité de kinésexo versus la réalisation? Alors, pour le côté réalisateur, c'est... En fait, c'est la création. En fait, j'ai le cerveau qui bouillonne tout le temps. Et c'est surtout en discutant avec les gens, c'est des fois eux qui me donnent des idées sans faire exprès. Là, le film qu'on a tourné, Ainsi font, c'est une comédie, c'est une patiente que j'avais en préparation à l'accouchement qui arrivait en retard à son rendez-vous. Et elle m'a dit, je suis désolé, j'arrivais plus à sortir de ma baignoire. Et pof, ça a fait tilt. Et du coup, j'ai adapté ça avec un bonhomme qui est coincé dans sa baignoire et tout son monde s'effondre. Et c'est ça le film Ainsi font qu'on a tourné. Donc, il y a vraiment une question de créativité.
Puis j'adore raconter des histoires. En fait, voilà, alors je suis à l'aise avec toi parce qu'on est à distance. Je suis très timide et en vrai, je stresse à mort quand je suis face à des gens. Et du coup, de pouvoir faire devant une caméra ou derrière la caméra, bon, ben du coup, je peux m'exprimer sans stress parce que je suis pas devant. Ok, oui. Voilà. Et après, en fait, ben, ce qui m'attire, c'est que, ben, en fait, c'est le retour des gens, quoi. Les critiques, les bonnes, les mauvaises. Alors, les mauvaises, ça fait pas plaisir, mais bon, c'est constructif. Mais c'est quand tu entends les gens rigoler ou pleurer à ton film, parce que le film qu'on a présenté pour Cannes, c'était un drame. Et quand t'as tout le monde qui est sorti de la salle en pleurant, en chialant, machin, bon, ben, tu sais que t'as réussi, quoi, tu vois. Et ça, c'est hyper gratifiant. Mais aussi, ce qui me plaît, c'est que tu collabores avec. Un truc qui sonne sur ordinateur, pardon. En fait, c'est la collaboration avec plein de gens. En fait, si tu veux, il y a une variété de gens sur un tournage. Ça va être des professionnels à des amateurs, mais c'est surtout que c'est des comédiens, des figurants, des techniciens. Il y a gavé de monde sur un tournage, des décorateurs, et en fait, ça crée une communauté. Et puis c'est un monde parallèle, si tu veux. C'est tellement féerique que je sais même pas l'expliquer tellement t'es dans un autre monde, t'es dans un monde parallèle et puis t'es entouré de beaucoup de gens différents et qui ont tous la même énergie pour le même but. Ouais, je sais même pas le décrire. C'est des gens qui sont derrière toi en fait et qui te poussent à produire. Et puis des fois c'est pas facile. Hein. On a toujours des contraintes, on a toujours des imprévus. Il faut toujours se débrouiller. Et t'as tous les gens qui marchent dans le même sens pour réussir. C'est une création d'une espèce de cohésion qui se crée. Et puis c'est une amitié en fait. Ces gens-là, c'est devenu des amis. C'est des gens ça devient inséparable en fait si tu veux. Donc il y a toute cette communauté qui s'est créée autour d'une idée. Et en fait, c'est juste une magie. Le cinéma, c'est une vraie magie et la magie, elle est là, en fait, dans la relation humaine que ça crée. Et c'est surtout la satisfaction, en fait, parce que moi, je fais toujours des projections sur grand écran pour diffuser à mon équipe, en fait, pour voir le résultat final. Et c'est surtout, j'invite les amis, les voisins et puis mes patients, surtout. Et en fait, d'avoir, pareil, une salle de cinéma qui remplit, qui regarde ce que tu viens de créer. Ouais, c'est l'expérience qui peut même pas se décrire en fait. C'est extrêmement émouvant et ça peut même pas se décrire en fait. Et donc tout ça, c'est une satisfaction vraiment. Voilà, c'est pas facile hein, parce que des fois on se plante et puis voilà, mais c'est juste incroyable. Et là, le dernier film qu'on a sorti ou qu'on a fait en avant-première au cinéma, ça s'appelait Mortel Prostate. Et du coup, j'avais invité tous mes patients qui ont eu des problèmes de prostate. Et les gens, ils me faisaient rigoler parce qu'ils me disent, bon, on va venir voir le film, mais est-ce qu'on va pas trop déprimer après? Génial. Prostate. Et en fait, c'est un film, c'est un thriller médical. Et les gens, ils ont adoré la chute et tout. Et en fait, voilà. Et puis, c'est les retours qu'on te fait. C'est juste incroyable. Et puis, pour le côté périnée, en fait, c'est surtout pareil, c'est des émotions, j'arrive pas trop à le décrire, mais c'est des impacts que tu as sur la qualité de la vie des gens, quoi. En fait, tu améliores la vie sexuelle des gens ou la vie fonctionnelle des gens. Tous les gens qui ont des problèmes d'incontinence ou des douleurs pelviennes ou des gens qui reprennent une activité sexuelle, c'est déjà en fait c'est les remerciements qu'on te fait ou les attentions qu'on te fait ou les petits messages qu'on te fait. Il y a une patiente, c'est la première fois qu'elle avait eu un orgasme et j'étais le premier qu'elle a prévenu. Elle m'a fait Mathieu, elle m'a envoyé un message, elle avait eu un orgasme. Enfin tout ça c'est juste, ça aussi c'est magique en fait. D'apporter quelque chose aux gens en fait. Toi tu es thérapeute donc tu dois savoir d'apporter une solution aux gens et de débloquer une situation c'est très gratifiant et c'est surtout c'est une relation de confiance que tu as parce que tu es un confident quand tu attaques l'intimité. Les patients qui te racontent les pires secrets ou que ce soit des drames ou des joies, tu es leur confident. Et tu as des gens, c'est toi en fait ils se reposent sur toi et ils ont besoin de te parler. Et du coup, ils vont mieux mentalement parce qu'ils ont pu lâcher un poids et ils ont pu, voilà, ça crée une relation très particulière et c'est unique en fait. C'est unique.
Et puis tu as le côté aussi éducation. Ben, tu leur dis, en fait, ouais, mais ça marche pas, ou ça peut pas marcher comme ça, et tu leur expliques pourquoi ça peut pas marcher comme ça, ou comment il faut faire. Et donc, tu vois, même des gens qui ont 50, 60 ans, ils apprennent toujours quelque chose, ouais, savent pas comment fonctionne leur corps, et tu leur apportes tout ça, et ben, ouais, c'est pareil, en fait, d'éduquer les gens et améliorer leur vie, en général, ben, c'est pas anodin, si tu veux, et ça me touche, surtout quand les gens, ils te font un retour et qu'ils te disent que ça a fait du bien. Toi, tout à l'heure, là, j'avais une patiente, là, je pars en vacances la semaine prochaine, elle n'est pas là en vacances la semaine d'après, on va passer pendant 15 jours. Et je lui dis, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme ou c'est pas vital. Elle me fait, si, en fait, c'est vital parce qu'elle me dit, j'ai besoin de te voir, en fait, parce que je me décharge avec toi et puis toujours, c'est apaisant de parler avec toi. Et en fait, pour elle, c'était vital de me voir. Et ben, quand on te dit ça, forcément, ça te secoue un peu, tu vois, Ouais, bah oui, c'est sûr. Voilà, donc en fait, c'est ça en fait qui me plaît, en fait, c'est que ce soit de la production ou le périnée, ou la kiné, c'est une relation que j'ai avec des gens, c'est des relations qu'on ne peut pas comprendre et que personne d'autre ne peut vivre, c'est trop unique. Et en fait, c'est pour ça que je veux pas que ça s'arrête, en fait. Et qu'est-ce que tu souhaites apporter au monde avec tout ça ? Quelle trace tu veux laisser ? En fait, justement, c'est ce que je te disais. En fait, quand la dame elle m'a dit que j'avais une mission en fait pour les femmes, en fait, c'est ça. Je voudrais que, en fait, démystifier ou déstigmatiser en fait les problèmes de la santé sexuelle féminine ou masculine d'ailleurs. En fait, en fait, on le lit, tout problème, il y a une solution. Tu as un problème d'argent, on trouvera toujours une solution. En fait, pour la santé, c'est un peu pareil, en tout cas la santé sexuelle. Et donc, du coup, c'est ça, c'est en fait communiquer à fond ou apporter ou échanger. Ouais, c'est ça, en fait, apporter des réponses à des questions ou parler de sujets en fait qui sont complètement oubliés ou que les gens ne connaissent pas. Donc c'est vraiment un rôle d'éducation, de démystification, que le plaisir féminin c'est pas compliqué, enfin c'est pas compliqué, tu y as le droit en fait, il faut pas que ce soit une personne qui n'a pas de plaisir, c'est pas normal, tu vois. Et c'est surtout en fait ma façon de travailler, c'est que je suis vachement dans l'analyse en fait et dans la recherche. En fait, souvent, c'est des confrères ou des consoeurs qui me renvoient leurs patientes parce que c'est des cas qui sont compliqués. Et en fait, moi, je prends le temps. En fait, je fais des consultations longues parce que j'essaye de trouver une solution et j'analyse vraiment le fonctionnement des gens ou du problème et pour essayer de trouver une solution. Et du coup, c'est pour ça que je dis que j'adapte vachement mes pratiques en fonction de mes patientes. Et j'ai beaucoup de différentes machines, beaucoup de différentes crèmes, tous mes mélanges et tout ça. C'est parce qu'en fait, chaque patiente a sa problématique et du coup ne doit pas avoir le même soin que la patiente d'à côté. Et en fait, c'est surtout, moi, ce que je prône, c'est, si je sais pas comment on peut dire ça, mais je supporte pas l'injustice. C'est ce qui vraiment, je peux disjoncter. Et en fait, il y a beaucoup d'injustice en santé. Et par exemple, il y a des gens je ne supporte pas qu'une personne ne puisse pas faire des soins parce qu'elle n'a pas les moyens en fait de se payer ses soins. Et moi, en fait, je suis contre le dépassement d'honoraires. Et chez les kinés, c'est une cotation qui est très mal payée. Mais tant pis, en fait, je veux pas que les gens, le soin, ce soit un frein même si on dit, ouais, mais tu as une expertise, il faut que tu fasses payer ton expertise. Mais en fait, moi, je suis pour l'égalité, en fait, en matière de soins et de santé, quoi. Si tu veux, je veux que tout le monde ait accès à des soins en santé sexuelle. Et de qualité, en plus, tu vois. C'est pas juste, tu l'apportes, tu fais une consultation comme ça de 2 minutes et puis tu dis, voilà, achetez telle crème et ça ira mieux. En fait, je suis vraiment pour la justice en santé sexuelle, quoi, tu vois. Oui, parce que toi, tu prends le temps, en plus. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, c'est ça que je voudrais essayer d'apporter au monde, quoi. Qu'il y ait une justice dans la santé, quoi, et dans la santé sexuelle en même temps. Alors, c'est un grand combat, mais bon, voilà, j'y crois. Et après, pour le côté producteur, en fait, je me rappelle, j'ai fait des stages de production à Paris. J'ai appris à aller faire vraiment de la production du visuel, surtout pour le reportage d'Arte. Et à Paris, j'ai été formé à l'INA. L'INA, c'est l'Institut National Audiovisuel à Brie-sur-Marne. Et en fait, j'ai eu mes 2 premiers stages avec un mec qui s'appelait Jean-Claude Mossic. Alors, il est complètement inconnu au niveau du monde profane, si je peux dire ça. Par contre, c'est le plus grand réalisateur de télé. En fait, il a énormément gagné de 7 d'or, il a énormément fait de choses pour la télé française. Et je l'ai eu comme formateur.
Et en fait, du coup, je lui disais, mais moi, j'ai un parcours atypique parce que je suis kiné et puis je suis au milieu des mecs. Il y avait le responsable de France Télé, il y avait le mec responsable d'Eurosport, il y Ah avait ouais. une grande cantatrice, tu avais le mec responsable de François. D'ailleurs, il m'a dit, t'as qu'à venir, je t'embauche, moi, à Martinique et tout. Enfin bon, j'étais qu'avec des gros trucs. Il y avait le mec qui fabrique les pubs tu sais, du bonhomme vert de CTLM. C'est le Oui. mec qui l'avait inventé, qui était juste à côté de moi et tout. Donc j'étais moi kiné avec ces mecs-là qui sont du monde de la télé, du cinéma et Ah tout. ouais. Et du coup, mais je disais, mais j'avais fait les trucs. Et ils ont regardé YouTube. Et en fait, il m'a fait un compliment. Il m'a dit, mais toi, t'as une marque, en fait, si tu veux, c'est l'autodérision ou c'est ma façon amateur de faire quelque chose de professionnel. Et il m'a dit, il faut surtout pas que tu perdes cette âme-là. Alors, je voudrais, en fait, être reconnu comme un réalisateur atypique et qu'en fait, les gens qui sont pas du milieu arrivent quand même à percer dans ce milieu très, 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 très fermé du cinéma. Je voudrais en fait imposer, pas imposer, mais en tout cas que mon style soit reconnu, quoi, si tu veux. Et ben, c'est vrai que tu as vachement les critiques, les pros, ah mais la lumière ça va pas, ceci ça va pas, ceci ça va pas. Et en fait, ils te ferment direct les portes. Ou quand j'ai présenté à des festivals de scénarios, j'écris des scénarios que du coup je tourne moins. Il y a des scénarios de thriller, des trucs comme ça. Et en fait, on me reproche de pas avoir les codes professionnels. Donc, c'est-à-dire Ah. qu'on me ferme directement la porte. J'ai aucune chance, si tu veux. Ah Et, oui. et on laisse aucune chance à quelqu'un qui est pas formaté dans le milieu comme ça. En fait, ça doit être comme ça, pas autrement. Et bien ça, je voudrais que ça change. Je voudrais que des gens qui apprennent tout seuls, mais puissent s'en sortir quand même. Tu vois, que ce soit l'autoproduction puisse avoir une place dans le cinéma français. Et puis puisse avoir une place pour les subventions, ou puisse être reconnu un peu plus. Alors qu'aujourd'hui, bon, ben, t'es connu ou t'es rien du tout, quoi. Ouais. Ok, hyper intéressant. Et du coup, comment ça se passe une journée type chez toi? Genre, on prend une consultation. Comment ça se passe? Comme tu dis que tu fais des consultations longues. Alors, je vais juste la parenthèse sur les consultations. En fait, quand j'ai une première consultation, que ce soit en périnée en général, je conseille toujours aux gens de compter 1 heure. En fait, ma première consultation, mon bilan, c'est toujours 1 heure. Ou des fois plus. Parce au téléphone, un peu quand on a dégrossi. Et des fois, je sais que ça peut être plus compliqué. Donc, les gens, je les prends le samedi ou je les prends en fin de journée parce que je sais qu'on peut déborder. Ou en fin de matinée. Et en général, dans la première consultation, je laisse les gens parler tout simplement, me dire pourquoi ils sont là. Et après, ils me parlent librement, je note. Et après, j'explique. Et après, j'explique ce que je peux faire pour eux. Et en fait, je leur laisse reprendre, surtout que j'ai des jeunes, parfois des jeunes femmes, des jeunes filles. Et donc, du coup, je leur laisse, elles, je leur dis, voilà, il faudrait que toi, de ton côté, tu fasses ça. Parce que je pense que ton problème, c'est ça. Moi, voilà ce que je peux t'apporter. Et si je dois t'examiner, ça se passera comme ça. Et je leur laisse prendre rendez-vous eux-mêmes pour la deuxième séance. Parce que du coup, des fois, je donne beaucoup d'informations, ça les laisse intégrer. Et après, quand en fait ils attaquent, c'est qu'ils sont vraiment prêts à faire tout un protocole, si tu veux. Voilà, qui peut varier en fonction des séances. Donc ma première séance, c'est toujours 1 heure à peu près, voire un peu plus. Après, les soins, en général, quand c'est les gens du secteur, eh ben, je les prends 1/2 heure. 1 à 2 fois par semaine. Mais quand c'est des soins où c'est plus long, ben je les prends 1 heure, mais je les vois qu'1 fois par semaine. Et des fois, quand c'est des gens qui viennent de plus loin, parce que j'ai des gens qui viennent des fois de très loin, ben, du coup, je les prends 2 heures, par exemple, 1 fois tous les 15 jours, 3 semaines, tous les mois. Où ça arrive que des gens viennent de vraiment loin, de l'autre côté de la France. Je les prends du coup, ils arrivent le vendredi soir à Arcachon, ils prennent un train, ils prennent le train, ils viennent en voiture et je les vois le samedi matin et je les revois en général le samedi soir et des fois le dimanche matin avant qu'ils reprennent la route. Comme ça, ils sont venus mais ils ont fait 3 séances avant de repartir. Donc en fait, ça dépend vraiment de comment je m'adapte et d'où viennent les gens et de la problématique. Des fois, il y a des soins qui sont plus longs parce que c'est des appareils qui prennent plus de temps. Donc c'est pour ça que j'ai une pièce à côté où il y a certains traitements qui tournent un peu tout seul. Et donc c'est vraiment en fait à la carte, il n'y a pas 2 traitements qui se ressemblent. Donc c'est pour ça que j'ai un pouvoir d'adaptation et j'ai une patiente des fois elle me dit la dernière fois ce qu'on a fait, est-ce qu'on peut le refaire parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Donc du coup on le refait ou alors au contraire elle m'envoie un message, elle me dit bon par contre ça m'a vraiment fait jongler, du coup on fait un peu différemment ou alors des fois c'est normal que ça fasse, enfin si je peux dire mal.
que ça réveille les choses, parce qu'on a travaillé des adhérences, on a rassoupli les tissus. Donc, tu peux avoir une petite réaction inflammatoire derrière, mais faut quand même pas que ce soit handicapant ou gênant ou trop douloureux. Donc, je m'adapte toujours en fonction des séances. Et des fois, les patientes, elles anticipent en me disant, bon, ben, aujourd'hui, si on pouvait faire ça, ce serait bien. Ou alors, si on pouvait faire ça, parce que la dernière fois, ça m'a fait mal. Ou ça fait longtemps qu'on n'a pas fait telle machine ou telle technique. Et du coup, est-ce qu'on peut le refaire? Est-ce que ça me manque? Et en fait, voilà, je m'adapte vachement. Sinon, une consultation kiné, en général, c'est des séances de 30 minutes. Voilà. Quand c'est de la kiné simple, postpartum simple ou prépartum, c'est-à-dire en préparation périnéale à l'accouchement, bon, c'est des séances de 30 minutes. Ou ça, c'est du périnée, je dirais, standard, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas de difficulté particulière. Une séance, c'est à peu près 30 minutes. Mais moi, du coup, en fait, donc déjà, ce que je disais, c'est que je dors pas beaucoup par nuit. En fait, je dois dormir 5 à 6 heures par nuit. Et en fait, des fois, je me réveille même en pleine nuit parce que je me rappelle aussi très, très bien de mes rêves. Il y a des rêves, des fois, ils me marquent tellement que je me réveille en pleine nuit, je m'envoie un SMS à moi-même parce que je ne vais pas perdre l'idée. Et des fois, c'est des idées, ça me fait des films. Et par exemple, je me suis rappelé que j'avais les chiottes bouchées, j'ai le voisin qui est venu m'aider, on a débouché le chiotte et on a trouvé un coffre-fort. Et j'ai rêvé de ça et du coup, j'ai noté et j'en ai fait tout un film et ça s'appelle Mauvaise pioche. Et c'est l'histoire et j'ai créé toute une histoire autour de ça. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ce coffre-fort, etc., etc. Tout ça, je l'ai imaginé, mais le départ, c'était un rêve. Donc, du coup, moi, je suis ouvert déjà, en fait, tous les jours, du lundi au samedi. Et je bosse de 9h à 21h en général. Donc, en gros, ça fait 25 patients par jour, en général, en consultation. C'est-à-dire que j'envoie quand même du pâté. Ah ouais. Et le samedi, en général, je bosse de 9h à 13h, mais c'est possible que je bosse aussi le samedi après-midi. Et mon samedi après-midi, des fois, j'ai une patiente où je lui dis, écoute, tu veux bien me servir cobaye parce qu'on va essayer ça. Et du coup, des fois, j'ai des nouvelles machines qui arrivent ou des nouvelles techniques où je fais beaucoup de suivi à l'échographie parce que j'essaye de faire les mobilisations utérines, de faire un suivi de patients. Et donc, du coup, le samedi après-midi, des fois, je fais des points, des trucs un peu atypiques pour essayer de progresser, tu vois, ou de faire un test sur une patiente ou ceci ou cela. Voilà. Après le midi, du coup, j'enchaîne. En général, je prends 30 minutes pour manger, mais des fois, c'est plus ou moins court, si j'ai du retard ou pas. Après le soir, c'est stérilisation, nettoyage. Donc tout ça, ça prend du temps aussi. Donc je rentre chez moi, en général, il est à 22h. Alors j'habite juste à côté du cabinet, à 500 mètres, donc chance. Et quand j'arrive, les enfants sont au lit. J'arrive quasiment pour le bisou de bonne nuit. Voilà, et après ils vont au lit. Par contre, c'est moi qui les amène le matin, tous les matins à l'école. C'est pour ça que je commence à 9h parce que je veux moi amener mes enfants à l'école parce que sinon je les vois jamais. En fait, voilà. Et le soir, du coup, quand ils sont couchés, je mange tout seul dans ma cuisine. Ça aussi, ça m'a donné l'idée d'un film de manger tout seul dans ma cuisine. Et après, je regarde Twitter, Instagram, machin. Je regarde beaucoup YouTube. Je suis un mordu de YouTube à fond et tout et n'importe quoi. Des reportages sur les trucs crépis, les fantômes dans la cuisine, à les prisons, à la Martinique, les eaux, les tout, je regarde tout et n'importe quoi. Un peu comme la musique, hein, j'ai pas de goût, j'écoute tout et n'importe quoi. Et après, à 22h45, 23h, je me mets à ce moment-là sur l'ordinateur. Et tous les soirs, je travaille sur l'ordinateur. Déjà, il y a les factures à faire, ou les papiers du jour, les mails. Mais sinon, j'attaque du scénario, de l'écriture, du montage, du storyboard. Enfin, je travaille après côté producteur à ce moment-là. Regardez s'il y a des appels à projets, s'il y a des festivals, des trucs comme ça. Voilà. Et après, du coup, quand on tourne, nous, en général, on tourne le samedi ou le dimanche, ou parfois les deux. Et ça arrive quelques fois qu'on travaille le soir ou la nuit. Quand on fait de la captation de spectacle, par exemple, c'est le soir en général, souvent. Mais du coup, il faut un petit peu de temps pour arriver avant, pour se préparer, et un petit peu de temps pour après. Et je suis passionné de cabaret, j'adore le cabaret, et j'ai filmé très très longtemps des spectacles de cabaret, le musical, les magiciens, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et on a eu l'occasion de filmer en fait des spectacles de cabaret ou de musical. Et donc, tu as accès aux coulisses et tout, et c'est pareil en fait, c'est la magie, tu as accès à des choses que les gens ne voient pas. Et c'est unique en fait, c'est des choses, c'est des moments uniques qu'on vit et c'est juste incroyable en fait. On a une chance incroyable de pouvoir faire ça, quoi. Mais c'est canon, mais en fait tu t'arrêtes jamais. Non, tu vois là, je suis avec toi. Ouais, de fou. Non mais par contre j'adore. Il faut m'arrêter quand je suis trop long d'ailleurs, parce que quand je suis parti, je suis parti.
Bah, du coup, on parlait de moments uniques. Je vais demander si c'était OK de raconter deux anecdotes. J'aimerais bien avoir l'anecdote la plus dure et la plus marquante pour toi que tu aimerais partager, et après la plus drôle et la plus cocasse à laquelle tu penses. Alors, la plus dure, c'est chaud parce que j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Hmm. Dès qu'ils m'ont marqué vraiment. Alors, j'ai réouvert un nouveau cabinet aujourd'hui où je suis tout seul. Parce qu'avant, je travaillais dans un cabinet de groupe. Et là, je me suis réimplanté depuis un an tout seul. Mais dans mon ancien cabinet, qui était aussi sur Arcachon, enfin sur Ocaso, j'étais en face des gendarmes. J'étais en face de la gendarmerie. Et un jour, il y a une patiente que je connaissais d'avant. Et elle était en dépression perpurale. C'est-à-dire que sa dépression, le stade ultime de la dépression, c'est très grave. C'est-à-dire qu'elle va passer à l'acte. Et en fait, elle disait que sa vie avait changé et tout ce qui lui arrivait, c'était la faute de son bébé. Et donc, Oh. quand elle est venue en consultation, je lui ai dit, bah, écoute, viens, ce soir, on va discuter. Et pendant la consultation, je lui ai dit, écoute, elle était prête à passer à l'acte et à tuer son bébé. Et en fait, je lui ai dit, écoute, tu comprends que là, il y a quand même un problème. Est-ce que tu es d'accord que j'aille chercher de l'aide, en fait? Donc, je suis allé vite chercher les gendarmes en face et j'ai appelé le SAMU et elle était d'accord pour être hospitalisée. Et ça m'avait vachement marqué aussi. Mais des histoires de fous, il y en a plein, en fait. Une fois, j'ai témoigné, en fait, tu sais, il y a des réunions dans les écoles, les PAI, tout ça, là, enfin, quand tu as les suivis d'enfants qui ont des handicaps en école, où ils ont des Oui. protocoles, je sais plus comment on appelle tout ça, là. Et moi, j'avais soigné un enfant, j'avais à l'époque, quand je faisais du domicile, je m'occupais d'un enfant qui était maltraité par la mère. Et moi, j'avais des photos du gamin qui était tabassé et tout ça, et personne n'avait voulu bouger. Et en fait, j'ai été le seul à faire la démarche en fait de faire hospitaliser l'enfant d'office en pré dans l'hôpital parce que personne ne voulait broncher, que ce soit l'éducation nationale, les médecins scolaires, tout ça. C'est compliqué, tu vois, mais il fallait que quelque Ah chose se passe. ouais. Tu vois. Bah oui. Après, tu as les femmes qui pleurent en consultation parce que soit elles ont des douleurs, soit parce que elles ont des maris, c'est des connards. Tu as des pervers narcissiques Enfin, tu as des gens qui méritent pas le partenaire, si je peux dire ça comme ça. Et c'est hyper chaud parce qu'on se décharge sur toi. Et une histoire aussi, je pense que celle-là, c'est la plus dure, où j'ai eu une mamie un jour qui est décédée depuis, mais elle a eu besoin en fait de me voir. Alors, je l'avais eu il y a quelque temps pour une rééducation, mais pas du tout périnéale, tout ça. Et en fait, mes autres collègues voulaient pas la prendre parce que c'était une mamie qui se plaignait tout le temps, machin. Et en fait, elle voulait que de l'antalgie, elle voulait que du bien-être, elle voulait pas, voilà. Donc, je l'ai pris pour la masser, tout ça. Hmm. Et un jour, en pleine séance, elle m'a raconté, en fait, et je suis la seule personne à le savoir, en fait, parce qu'elle l'a raconté à personne que en fait, à l'époque, elle travaillait à l'usine, elle avait 14 ans, et puis elle rentrait avec un mec de l'usine, et tout le temps, ils allaient se baigner dans le lac à côté, tout ça. Et un jour, en fait, en se rhabillant, le mec a violé cette dame, sauf qu'elle en est tombée enceinte. Et sauf que ça, il y a 60 ans. Et à 60 ans, ne pas être marié, avoir des enfants sans être marié, ou avoir des enfants sans partenaire, du coup, elle avait peur de sa famille et d'être virée de sa famille ou d'aller en enfer et tout ça. Donc, elle s'est mariée avec son violeur, en fait. Et ça, Ah personne, ouais. et ça, personne, elle a balancé ça comme ça, hein, mais on était en train de parler d'eau chaude ou d'eau froide ou de la météo, et puis pouf, c'est sorti comme ça. Et cette femme, elle est décédée une semaine après ou 15 jours après. Elle a eu besoin de le dire à quelqu'un ce qui lui est arrivé. Oh, et tu prends ça dans les dents, tu vois. Donc, Ah ouais. c'est chaud en fait. Hein, donc des moments tristes, il y en a, tu vois. Il y en a, c'est dur, c'est dur. Ouais, des Hmm. fois, c'est dur. En fait, on croit que sexologue, tu parles de cul toute la journée. En fait, pas du tout. En fait, hein, c'est vraiment, je sais pas, un cliché, mais en fait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est souvent des drames en fait qu'on te raconte. Voilà. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Il y a des côtés où tu rigoles quand même. Hein. Euh, le meilleur souvenir, c'est quand j'ai eu une patiente. Ah putain, celle-là. Donc, c'était une officier enfin, c'était quelqu'un de très, très connu au niveau de l'armée française. Et donc, Ok. j'avais eu un soin. Et en fait, on était dans mon bureau et puis je lui faisais un soin, je sais plus ce qu'on faisait du coup. Et en fait, c'était ma dernière patiente de la journée et il n'y avait plus personne dans le cabinet. Bon, je sais que j'attendais en kiné-respi, une urgence le soir en fin de journée. J'attendais une séance de kiné-respi, mais bon, c'était l'été, on travaillait. Moi, j'avais la porte de mon bureau ouverte et tout. Puis on s'est mis à parler de la poutre de Bamako. Alors, c'est la grosse criquette en fait. Si tu tapes Oui. poutre de Bamako, voilà. Et on s'est mis à parler de cul comme ça. Bon. Et puis d'un coup, on a entendu une chaise ripée dans la salle d'attente. Ah, enculé, gros silence.
alors qu'on parlait vachement fort. Et j'ai dit, putain, mais il y a des gens dans la salle d'attente. J'ai dit, ben, je sais pas, pourtant on n'a pas entendu la porte d'entrée, tout ça. Et en fait, mon rendez-vous de kiné respiratoire était arrivé, on les avait pas entendus. Et elle me dit, mais c'est des militaires et tout. J'ai dit, j'en sais rien, je sais pas qui c'est. Et en fait, elle me dit, il faut pas qu'on voie. Et elle est sortie par la fenêtre de mon cabinet, de mon bureau, parce qu'elle voulait pas qu'on la voie dans la salle d'attente. Et moi, j'étais mort de rire. Et en plus, en sortant par la fenêtre, elle est tombée sur la patrouille de gendarmerie qui rentrait à ce moment-là, qui se garait devant le cabinet. Oh mince! Énorme. Et en fait, on s'en rappellera toute notre vie. Et moi, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver mon sérieux. Et après, je suis allé chercher les gens pour la kiné respi, mais comme si de rien n'était. Et en fait, chance, ici, il y a des Singapouriens qui sont sur la base aérienne de Caso et ils parlent pas un mot de français. Et ça nous a sauvé la vie parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout comprendre de quoi on parlait. Et bon, c'était un moment mémorable, quoi. Mémorable. Excellent. J'adore, ça fait un peu Mission Impossible. C'est ça, ouais. À la Mr Bean, un peu raté. Exactement, quoi. Et puis les mecs, ils ont dit, ah, putain, le gars, il parlait à quelqu'un et là, il n'y a personne. Bon, ils ont dû me prendre pour un taré. Après, je m'en souviens même pas si j'ai dû les revoir. Ah, si! Ah, j'en ai une autre qui me revient. Vas-y. En fait, j'ai une dame qui est venue prendre rendez-vous. Alors, une dame que je connaissais un peu, mais très peu, parce qu'en fait, c'était une actrice de théâtre. Et elle habitait à côté du cabinet. Et puis, elle est venue prendre rendez-vous avec moi, tout ça. Et du coup, je l'avais suivie un petit peu sur Messenger. Bon. Et du coup, je dis, là, si tu veux, je t'envoie un message par Messenger. Je te proposerai des dates parce que j'étais un peu en retard. Enfin, je n'ai pas pu lui donner rendez-vous tout de suite. Et alors, du coup, je suis sur une conversation Messenger où on n'envoie que des trucs de cul, que des trucs très chelous. Et en fait, j'ai transféré une vidéo qu'on m'avait envoyée où c'était un mec qui se rentrait les testicules dans l'anus. Et cas de chance, dans mon envoi groupé, c'est parti sur cette dame-là. Bon. Et en fait, elle m'a répondu juste un smiley d'un bonhomme qui gerbe. Et quand j'ai vu que c'était elle qui m'a répondu, je dis, oh putain. Alors j'ai dit, je suis désolé, je suis vraiment désolé, je voulais pas du tout t'envoyer ça. Et elle me dit, non, il n'y a pas de mal. Et en fait, cette patiente, je l'ai jamais vue après. Ah mince, oui. Oui, ça peut faire bizarre. Voilà. Sabine, si tu m'écoutes, j'ai pas fait exprès. Très, très marrant comme... Je l'ai encore la vidéo. Je l'ai encore la vidéo d'ailleurs. Ça m'est arrivé aussi. Est-ce que du coup, toute cette vie trépidante influence aussi ta vie intime? Parce que malgré tout, t'as 3 enfants, donc t'as une femme, j'imagine. Est-ce que tu trouves du temps? Alors, j'en ai pas beaucoup, effectivement. Par contre, malgré tout, j'essaye d'être très papa poule. Je vois peu mes enfants, donc j'essaye de les gâter, entre guillemets, le peu que je les vois. Bon, j'arrive à les voir quand même, hein, tu vois. Avant, je prenais jamais de vacances. Maintenant, je commence à me prendre du temps en vacances. On bouge, ce qui m'arrivait pas avant. Après, je pense pas que ça influe ma vie intime parce que j'ai cette capacité de quand je quitte le cabinet, je quitte le cabinet. C'est que, voilà, j'arrive à la maison et on peut m'avoir raconté un suicide avant et j'arrive à la maison et je rigole avec les enfants. Voilà, j'ai vraiment cette capacité à couper ce qui m'arrive au cabinet ou voilà. Par contre, je suis beaucoup plus stressé par les tournages. Parce que quand ça approche, il faut penser à tellement de choses, surtout que maintenant on a un peu plus d'enjeux parce qu'on fait des tournages plus compliqués. Et je pense qu'avant les tournages ou même sur les plateaux, je suis tellement stressé, déjà je mange pas. Parce que moi je ne peux pas manger parce que c'est le stress de penser à tout ça. J'ai une régie, tout le monde mange, mais moi il n'y a rien qui rentre. Et je pense que les jours avant les tournages et plus on approche du tournage, moins je pense que je suis pas facile à vivre en fait, en vrai. Parce que justement, je suis très beaucoup demandé. Si je suis pas en tournage, je donne les cours à la fac, je donne un atelier à droite, à gauche, les conférences nouvelle féminité. Je suis un peu sollicité beaucoup et je pense que je sais pas si ça joue ma vie intime, je pense pas. Je pense que je suis un bon partenaire, si je peux dire ça comme ça, ou un bon père. J'essaie de m'occuper au mieux de mes enfants.
au mieux de ma femme, au mieux de mon foyer. Mais par contre, je pense que je suis pas facile à vivre quand même. Mais par contre, tout ce qui se passe au cabinet, ça transpire rien du tout. Et je pense que j'ai une vie intime tout à fait normale, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais voilà. Si, mais si, je pense. Puis c'est important aussi de se le dire que voilà, t'arrives à être en capacité de couper le truc et de pas ramener à la maison ton travail qui est pas toujours aussi facile que ça, comme on l'a vu. Et c'est vrai que kiné-sexo ou sexothérapeute ou sexologue, on a des témoignages qui sont pas toujours faciles. Donc si on les ramène à la maison, c'est pas. Voilà. En fait, ça m'empêche pas de dormir. Ce qui m'empêche de dormir, c'est plus la production, plus les films. Ouais, c'est ce que j'entends au final. Alors que tous les drames et tout, la joie, en fait. Alors après, tous mes patients ont mon numéro de téléphone. Ça, c'est parce que j'ai qu'un seul numéro, en fait. J'ai perso, pro, production. J'ai qu'un seul numéro de téléphone. Et donc, du coup, je reçois beaucoup de messages et tout. Le dimanche matin, un peu des urgences et tout. Donc, je suis quand même très sollicité aussi dans ma vie à la maison. Je passe du temps à répondre, voilà, ou à des inquiétudes. Le dimanche matin, la fille qui a perdu sa boule de geisha. Je suis rentré de vacances. Le premier message que j'ai reçu, c'était un test de grossesse d'une patiente qui voulait pas garder son bébé. Bon, bref, donc je suis quand même pas mal sollicité. Donc c'est vrai que je suis, mais bon, j'arrive quand même à couper. Enfin, ça m'empêche pas de dormir, quoi. Je dors très peu. Et quand je pionce, je m'allonge, je dors. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as des gens de confiance à qui tu peux te confier quand tu as besoin? Alors c'est compliqué, je dirais oui et non. En fait, quand j'ai des questions très particulières, en fait, je fais partie de groupes WhatsApp ou alors j'ai mon réseau mon carnet d'adresses de professionnels très très spécialisés, que ce soit des chirurgiens, des dermatologues vulvaires, des dermatologues, des urologues, des radiologues. Enfin, j'ai un carnet d'adresses, d'autres confrères, des kinés très spécialisés, ultra spécialisés dans l'anorectal, ultra spécialisés dans le transgenre, ultra spécialisés dans l'allaitement. Enfin, bon, donc j'ai des contacts de kinés très spécialisés dans certains domaines ou des médecins très très spécialisés. Donc du coup, je peux me permettre d'envoyer des mails ou des messages et on répond avec des réponses. Voilà, en général, on répond toujours. Donc ça, c'est bien parce qu'on arrive à trouver des réponses. Mais c'est pour expliquer le cas d'une patiente ou sur les groupes WhatsApp. Mais après, se confier à quelqu'un, je sais pas, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est compliqué de raconter déjà, en fait, parler de sexologie ou sexualité ou de sexothérapie, il faut avoir quelqu'un qui comprenne ce que tu dis ou. Ouais. C'est difficile de partager l'intimité parce que toi déjà des fois tu es touché par le témoignage des gens mais tu dois garder un espèce de secret et non, je sais pas si je peux me confier, en fait c'est compliqué. Alors c'est pour ça que j'y arrive par Instagram parce que des fois du coup il m'arrivait une anecdote dans la journée, du coup je fais un petit post là-dessus. On a parlé de bidet avec une patiente tout à l'heure, paf, j'ai sorti un truc parce que je lui ai raconté l'anecdote du bidet dans les maisons closes et tout ça. Bon, ça, c'était léger, si tu veux. Mais quand on raconte, je sais pas, je vais pas raconter à ma femme le soir ou à mes gosses, aujourd'hui, il y a une dame, elle a failli tuer son gamin, quoi, tu as devant moi. Ouais, bah oui. Je sais pas. Alors, il faudrait le faire, hein. Donc, je sais que des groupes de kinés du périnée, ils ont des consultations psychologues avec une psychologue de groupe ou qui se proposent de faire des consultations au réseau de kinés du périnée qu'on est, 33 là. Mais j'ai jamais participé. Après, je sais pas. Alors après, peut-être que je m'exprime par la production, je me libère comme ça. Je sais pas. Non, je sais pas si personne de confiance, ouais, s'il y a vraiment un truc qui me trotte, des fois tu parles de certains cas à des collègues, mais tu peux pas dire non plus tout et c'est compliqué. Puis des fois j'ai d'autres collègues qui se confient à moi, hein. J'ai des toubibs en soins, j'ai des kinés en soins ou des sages-femmes en soins. Du coup, ceux qui se confient à toi, donc tu gardes ça pour toi. Ouais. Je crois pas que je puisse me confier. Je sais pas de quoi te dire. Non, mais c'est ok, c'est jamais
c'est jamais évident parce que bon, même si on peut se confier de corps médical à corps médical, bon, on se confie jamais non plus en entier, donc c'est pas quelque chose de facile clairement. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que on est là pour aider les gens, pour les soigner, pour les aider à dépasser des choses, et puis en même temps, on n'est pas forcément... C'est un peu toujours le cordonnier le plus mal chaussé, quoi. Et est-ce Après, que... après, je fais beaucoup partie de groupes comment ça s'appelle, d'associations. On est un collectif de kinés du Périnée. Donc, je fais partie quand même de pas mal d'assauts féminines, d'assauts. Ouais, mais j'allais y venir Voilà. justement. Du coup, on peut, à la limite, je me confie pas, mais je trouve une sécurité au sein de ces groupes-là parce que tu as un partage avec des gens qui sont toujours bienveillants. Donc, du coup, c'est un côté rassurant et qui est renforçateur, si tu veux. Mais voilà, me confier moi. Et après, je m'identifie pas spécialement à un groupe non plus. En fait, si tu veux, moi je suis pour je sais pas comment dire ça, mais pour l'humanisme ou la bienveillance généralisée. Donc en fait, j'aime un peu. D'ailleurs, je me fais baiser par tout le monde au niveau des commerciaux. Toi, tu peux me vendre 2 aspirateurs à 4000 balles, je vais les acheter. Je me fais un peu avoir si tu veux facilement. Donc je veux jamais vexer les gens et tout ça. Donc ouais, je m'identifie pas. Enfin, j'ai une vie trop particulière en fait, si tu veux. C'est difficile à comprendre. Oui. En fait. J'ai le côté artiste, en fait. Je pense que j'ai une vraie âme d'artiste et l'artiste, il est toujours un peu isolé, tu sais, il est un peu dans son monde, tu vois, et je crois que, en fait, moi, je fonctionne comme ça. Par contre, aussi, c'est peut-être difficile pour moi de m'identifier ou de faire partie d'un groupe ou de me confier parce que entre guillemets, je suis un garçon. Et des fois, tu sais, tous les milieux, t'en fais partie, tous les milieux sexothérapeutes, tous les milieux, t'as les clubs d'entreprises féminins, tout ça, ou les collectifs des kinés du Périnée. C'est toujours très, 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 très un milieu extrêmement féminin. Dans le collectif des kinés du Périnée, on est 80, je crois qu'on est 2 hommes, quoi, tu vois. Oui, ouais. Quand je fais partie de l'association de Nouvelle Féminité, c'est ouvert aux hommes, mais on est 2, 3, voilà. Et puis, je suis très, très entouré de femmes. Et quand je fais des formations ou quand je donne des cours ou des trucs comme ça, souvent, mon public, c'est toujours très féminin. Alors, est-ce que tu peux te confier comme ça aussi ou intégrer un groupe comme ça? C'est peut-être plus difficile, tu vois. Et un jour, d'ailleurs, je devais être formateur pour une kiné sur Bordeaux qui avait créé son programme de formation. Et elle m'a demandé d'être formateur. Alors du coup, j'avais déjà intervenu pour elle sur une conférence, en plus un peu conférence casse-pipe, où j'allais défendre l'intérêt de la préparation du périnée à l'accouchement, qui est quelque chose qui est très polémique. Mais moi, je le défends cœur et âme, tu vois. Je suis convaincu, et puis j'ai développé toute une méthode là-dessus depuis 2013, tu vois. Donc, du coup, j'ai été au carton. Du coup, ça m'a valu de devenir enseignant grâce à ça, parce que du coup, j'avais une approche qui avait vraiment plu à mon public professionnel en face de moi. J'avais été faire la même chose à Paris et tout. Et puis, je devais, du coup, devenir intervenant pour formateur. En fait, elle avait créé une formation vraiment pratique sur l'accouchement en général, si je peux dire ça comme ça. Et je devais faire partie de ces groupes de formateurs. Et quasiment une semaine avant, on m'a striké parce qu'on m'a reproché d'être un garçon, tu vois. Alors, je pense que c'est pas la vraie raison, parce que, voilà, je pense que c'est parce que j'ai été remplacé par quelqu'un qui était peut-être plus populaire ou, voilà. Mais d'avoir prétexté que j'étais un garçon, putain, ça m'a fait chier, tu vois. Parce qu'en plus, entre kinés, on a l'habitude de bosser entre nous. En TP de kiné, le premier TP que tu fais en école de kiné, c'est l'examen du sujet. T'en as un qui se voit à poil au milieu de la classe et tout le monde fait à poil en sous-vêtements et tout le monde doit dire ses défauts. Tu vois, ça, c'est le premier TP de kiné. Et donc, t'es habitué à travailler les uns sur les autres en formation, surtout en formation périnéale, où c'est des formations très pratiques et tout. Et en fait, et surtout que j'ai fait la formation pratique à Paris avec que des filles, quoi.
Et du coup, comme me disent là, en fait, une semaine avant, bon, ben, en fait, t'es un garçon, ça va pas. Bon, ben, tu prends ça dans la gueule. Et donc, tu vois, Surtout que, homme comme femme, on a tous les deux un périnée, en fait. exactement. Alors, c'était à destination de l'accouchement, donc de la préparation à la physique à l'accouchement. Donc, c'était que pour un public féminin. Mais il y aurait pu y avoir des thérapeutes masculins dans le lot, en fait, qui venaient se former. Je sais pas Oui. si ou pas, j'ai pas eu la chance d'y être. Mais bon, voilà, tu vois, donc, sinon, voilà, j'ai peut-être un problème parce que je suis un garçon et des fois, ça peut gêner, quoi. Voilà. Alors, des fois, ça gêne pas les patientes, sinon elles viendraient pas. Surtout Oui. qu'en plus, je cadre bien, je dis bien ce qu'on va faire et tout ça. Mais des fois, ça gêne le conjoint. Quand le conjoint il sait que je suis un kinéome, qu'est-ce qu'il fait, quoi, tu vois. Puis du coup, voilà, c'est Ouais, il plus y a le ça partenaire aussi. que ça gêne. Voilà. Mm. Et donc, du coup, dans un groupe de parole et tout, ben, pareil, t'as le mec qui est là, alors qu'il n'y a que des filles autour. Bon, bon, voilà. Donc, tu vois, par exemple, là, il y a une association Nouvelle Féminité à Bordeaux, à Gujan, où j'en fais partie. Eh ben, c'est mixte et puis ça se passe bien. Et il y a un peu la même chose à Bordeaux, où j'ai dit, mais si vous voulez, je peux faire des ateliers, j'ai l'habitude et tout, puis j'ai l'expertise et tout à apporter. Parce que j'avais assisté à une pièce de théâtre et tout, où il y avait en ouverture une sexothérapeute qui répondait à des questions des gens, et puis certaines fois, elle n'avait pas la réponse. Et je lui dis, ben, si tu veux, on peut faire un atelier où on peut apporter ces réponses-là. Et ben, en fait, non, parce que c'est pas ouvert aux hommes. Tu vois, boum, allez, tu reprends ça encore dans les dents. Bon. Mm. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu te sens épanoui et libre de vivre comme tu le sens avec tout ça? Alors, je dirais oui et non encore. En fait, si tu veux, je suis parfaitement épanoui par mon activité professionnelle, la kiné, complètement épanoui par la production, parce qu'on a créé une vraie communauté, c'est un vrai loisir, en fait, c'est mon vrai échappatoire. Donc ça, c'est du bon stress. Voilà, c'est surtout au cabinet, c'est tous les messages des gens, les gentillesses, les attentions, les cadeaux qu'on te fait. Aujourd'hui, je l'ai rangé dans la voiture. Une espèce de pommes de terre râpées à faire cuire. Enfin bon, on me fait des cadeaux de fou. Les messages, toi, quand tu as le message, quand tu as un accouchement, que tu as préparé quelqu'un physiquement à l'accouchement, que l'accouchement s'est bien passé, tu fais partie des premiers SMS que tu reçois. Où on te dit, l'accouchement s'est bien passé, je te présente Roberto, il est né, il fait tant de poids, tout s'est bien passé, merci. Enfin, c'est une satisfaction, ouais, c'est une gratitude, enfin, je sais même pas le décrire, c'est très fort, tu vois. Et tous les gens qui se confient à toi, tout ça, c'est très, très fort. Le côté artistique, les gens qui viennent au cinéma te voir, en fait, qui font l'effort de se déplacer au cinéma pour te voir, sachant que le cinéma, c'est compliqué maintenant de faire déplacer quelqu'un au cinéma. C'est très puissant. Et les gens, ils viennent avec le sourire aux lèvres, qu'ils sont contents d'être là. En plus, voir ta casquette de réalisateur, moi, c'est juste grandiose. Que tu as toute ton équipe qui t'entoure, c'est grandiose. Que tu fais ton discours avant le film, que ton film est fini, tu as tout le monde qui t'applaudit. Ouais, c'est très, très fort. Voilà, j'ai fondé une famille aussi, évidemment. Ça, c'est extrêmement épanouissant. Mais je suis un vrai artiste, donc l'artiste, il est toujours éternel insatisfait, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu as beaucoup d'injustices. Déjà, tu es dans un monde injuste. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Plein de choses ne devraient pas se passer comme ça. Mais dans le monde du cinéma, c'est pire parce qu'en fait, moi, je suis un inconnu complet. Et c'est ça mon plus grand regret, c'est que je reste un inconnu dans le cinéma. J'ai gagné un festival aux États-Unis, j'ai eu une récompense de l'Assemblée nationale, mais je suis personne en fait dans le milieu du cinéma français. Ça reste une déception, tu vois, ça reste une déception et ben, c'est le côté artiste. Il y a beaucoup, ben, je l'ai dit ça à une jeune artiste en fait qui voulait tourner pour moi. Alors je dis, ben, pour l'instant, je fais pas des films où j'ai besoin d'adolescents. Et du coup, on a discuté et elle, en fait, elle a fait un festival qui s'appelle le Nikon Film Festival. Donc, c'est le festival de films de 2 minutes 20. Enfin, c'est des trucs très particuliers. Et son film n'a pas marché, tu vois. Et je lui ai dit, ben, attention, le cinéma, tu vas avoir beaucoup de déceptions. Mais un artiste en général, hein, un peintre, un écrivain, il y a beaucoup d'échecs. Mais tu as une réussite un jour et ça vaut le coup de se battre pour cette réussite. Mais du coup, ben, l'artiste est toujours un peu éternellement insatisfait. Et donc, du coup, ben, je suis épanoui, mais putain, il manque toujours un truc et tu veux toujours faire plus loin, plus fort. Voilà. Donc, voilà. Et alors, est-ce que tu as des projets du coup pour le futur, pour justement nourrir ce côté artistique?
Alors pour le côté artistique, clairement, ouais, je voudrais être reconnu comme cinéaste, vraiment officiellement. Aujourd'hui, je suis auteur reconnu, mais j'ai pas du tout le statut de cinéaste. Et donc ça, en fait, je veux absolument gagner un festival primant. Donc c'est Cannes ou Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est le plus gros festival au monde de cinéma. D'ailleurs, je crois que sur ma page Instagram, j'avais montré d'ailleurs une petite vidéo du début de la cérémonie d'ouverture. C'est le festival où tu as tout Canal+ et tu as tout le monde du cinéma qui est là. Parce que c'est très financé par Canal, par le CNC, tu as tous les gros pontes du cinéma qui ont commencé là. Donc c'est primordial. Sauf que c'est du court-métrage, donc plus c'est un film court, plus tu as de candidats. Et plus c'est compliqué parce qu'il faut sortir vraiment du qualitatif. Et il faut que ça plaise au jury, tu as des présélections, donc c'est beaucoup d'incertitudes, c'est beaucoup... Tu sais pas sur quoi ils vont se baser, et puis ça dépend du goût de ton jury de présélection, tout ça. Bon, tu vois, c'est beaucoup de aléatoire. Et puis malgré tout, est-ce que tu as un nom connu? Est-ce que tu es financé par ceci, par cela? Et si tu es financé par la région Auvergne, ben forcément, tu as peut-être plus de chances que le mec qui arrive d'Arcachon. Tu vois. Bon, bref. Donc, si tu veux, je veux passer un cap, ou alors Cannes, l'objectif de Cannes, c'est d'avoir un diffuseur. C'est-à-dire un mec qui diffuse ton film au cinéma. Ça peut être Gaumont, ça peut être, je sais pas, un mec qui achète ton film et après qui diffuse son film au cinéma. Et là, en fait, quand tu as acheté un diffuseur, bon, ben, c'est le Graal, en fait. C'est-à-dire que ton film, ça y est, il est acheté, il est diffusé dans toutes les salles. Et voilà, là, tu touches tes royalties et tout ça, c'est le Graal. Donc, c'est vraiment l'objectif. J'espère qu'un jour, j'y arriverai. Ou d'être connu sur un scénario, ou alors un jour, un de mes scénarios qui est acheté, qui est adapté par une boîte ou par un grand film et tout ça. Voilà, j'espère que j'y arriverai un jour. Et après, je te le souhaite. Merci. Et au niveau kiné, en fait, j'avais un projet. Alors, 2 fois, c'est tombé à l'eau. En fait, il existe des centres de cure pour les personnes dépressives, des cures pour les gens en obésité, des cures pour la rhumatologie. Par contre, il n'existe pas de cure pour la sexualité. Et en fait, je voulais créer un pôle vraiment unique où on pouvait déjà un endroit où tu as une question sur la sexualité, tu peux la poser à un mail, tu as une boîte mail où tu as quelqu'un qui te répondra en disant il existe ça ou ça, vous pouvez faire ça, quelqu'un est victime de violence, avoir une réponse tout de suite, tu vois. Et avoir un endroit où les gens pourraient venir se faire soigner, presque hébergés, donc vraiment un centre de cure où tu es là 3 semaines et intense, on s'occupe de ta cicatrice pelvienne pendant 3 semaines, t'endométriose, tout ça, où tu pourrais voir différents spécialistes et tout. Mais aussi un centre où on pouvait accueillir les femmes, sortir les femmes de leur milieu toxique, tu vois, quand c'est les femmes battues ou des hommes battus, et pouvoir les sortir de là, surtout quand c'est des gens qui sont massacrés au niveau estime de soi. Tu les fous dans un endroit isolé, tu les aides à se reconstruire. Tu peux avoir des avocats qui interviendraient. Enfin, je voulais vraiment créer un centre hyper spécifique autour de tout ça et pouvoir former d'autres professionnels, pouvoir accueillir, je sais pas, moi, tu as une formation sur le tantrisme, et ben tu peux les accueillir là, ce serait pas mal vu, tu vois. Tu peux vraiment un truc hyper libéré en fait hyper libéré, mais hyper pointu, mais hyper centré autour de la sexualité, tous les problèmes. Tu as quelqu'un qui est vraiment dans le trouble de l'identité et qui est perdu complètement, mais il a une porte à laquelle frapper, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, ça aussi, d'avoir un gamin qui se mutilait parce qu'il voulait pas avoir d'érection. Et tu as ça qui débarque au cabinet et il vient me voir parce qu'il savait où il pouvait en parler, tu vois. Bon, donc tu vois, un endroit, mais je suis connu parce qu'il est à Cazaux, tu vois, il est chez moi, donc c'est pour ça qu'il est venu me voir. Mais si c'est quelqu'un qui est au milieu de la France et qui a ce problème-là et qui ne sait pas à qui s'adresser, tu vois, là, je voulais avoir un endroit vraiment hyper référencé, hyper référent, en fait, pour tous ces genres de problèmes-là et pouvoir accueillir les gens. Donc, j'avais un premier projet en Dordogne et je voulais acheter un endroit, c'est un ancien centre de vacances, il y avait tous les agréments jeunesse et sport, il n'y avait qu'à poser les valises. Il y avait la piscine, il y avait les ateliers, il y avait le restaurant, il y avait tout. Il y avait 70 hébergements. C'était en pleine nature. On a fait des ateliers en extérieur. C'était un truc de ouf. On a tourné une vidéo parce que je voulais faire un appel aux dons, un appel au niveau des ministères et tout ça. Donc, j'avais un peu tout prévu. Et en fait, pas de chance, ça a été acheté par des Allemands parce que moi, j'avais pas le cash. C'était pas si cher que ça pour ce que c'était, mais j'avais pas le cash. Et du coup, c'est des Allemands qui ont acheté et puis ils ont fait un truc autour du thème culinaire. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait. Bon, bref. Ok. Après, j'ai eu le même projet en fait en Charente, à la limite Gironde-Charente. On a tourné un long métrage dans un ancien hôpital qu'on a en partie réhabilité parce qu'il était à l'abandon depuis une dizaine d'années. Okay. Et en fait, le site, il avait tout pour plaire. Franchement, c'était très grand, c'était très isolé, c'était vraiment en pleine campagne, des champs tout autour, plein de bâtiments ateliers, plein de trucs. C'était immense, immense, immense. Et ça a abandonné depuis 2013. Et en fait, on a eu l'autorisation de tourner dans ce film, dans cet hôpital-là. Alors, il a fallu faire marcher les relations, sénateurs et tout le truc, parce qu'en fait, les hôpitaux de Charente ne répondaient même pas à ma sollicitation de tourner dans le truc.
Ah oui. Il a un peu intervenir des gens, tout ça. Et en fait, cet hôpital-là, en fait, je pouvais tout combiner. Parce qu'en fait, tourner dans un hôpital, c'est très compliqué à cause du Covid et tout. Donc, tourner déjà dans un hôpital, c'est compliqué. Et en plus, le bâtiment était immense. Et puis là, je pouvais tout faire. Tu avais une salle de théâtre, tu avais tout. Je pouvais faire tout. Et c'était à côté d'un grand cabaret en plus. Et j'ai dit, putain, pour la reconstruction des gens, parce que dans le cabaret, il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes de violences et qui se sont reconstruites grâce au cabaret, grâce à l'estime de soi qui est revenue Bah par oui, oui. les feuillages et tout ça, par reprendre confiance en son corps et en sa féminité, tout ça. Et donc, tu vois, c'était à côté, c'était vachement bien. Donc, on a fait notre tournage. Et après le tournage, j'ai dit, ben voilà, à la direction, merci. Il y avait un gardien qui gardait notre matériel et tout. Ça a mis 3 mois à faire le tournage, entre la préparation, le tournage et tout. Et quand on est parti, et ben en fait, il y a des squatteurs qui sont arrivés parce qu'en fait, il y avait des parties d'airsoft dedans. Ah. En fait, et ben ces mecs-là, pour reprendre possession des lieux, parce qu'en fait, les mois où on a tourné, ben, ils ont été interdits de venir. Et en fait, dès qu'on a quitté les lieux, ben, ils sont revenus. Sauf que pour être sûr que nous, on ne revienne jamais derrière, et ben, ils ont tout pété. Mais quand je te dis ils ont tout pété, c'est tout pété, toutes les portes, toutes les fenêtres, tout. Ah ouais. Pour que jamais plus personne ne puisse revenir. Et aujourd'hui, le bâtiment, il est trop dégradé pour qu'on puisse y faire quelque chose. Et donc, voilà, donc c'est retombé à l'eau. Là, je suis allé dans les Hautes-Pyrénées. Il y avait un ancien sanatorium abandonné, mais qui n'est pas totalement abandonné. Ça appartient au Conseil général. Bon, bref, par des briques et des braques, des relations, j'ai réussi à avoir visité le site. Trop dégradé, ça a été défoncé. En plus, il y a une série qui a été tournée dedans. La série Glacée sur M6 a été tournée dedans. C'était génial. J'ai dit, putain, on peut tout faire aussi là-bas. Et en fait, non, c'est trop défoncé, c'est trop abîmé. On peut ni y faire tournage, on peut plus rien y faire dedans. Et c'est complètement l'abandon. Et c'est des bâtiments qui sont immenses. Bon, en plus, là, c'était pas très bien placé. Hein. C'était Haute-Pyrénées, c'était une petite route, pas beaucoup de parking. C'était pas évident d'y faire quelque chose. Mais bon, j'espère qu'un jour, je pourrai créer ce centre autour d'un centre spécialisé, un centre expert en sexualité, quoi, en sexologie ou en troubles périnéaux, enfin, Mais un centre franchement, de expert fou, ça serait génial parce que ça n'existe pas, ça manque. Non, ça n'existe pas. Voilà, un centre expert de l'intimité, il faudrait l'appeler, tu vois, vraiment. Oui, c'est ça, ouais. Mais que tu pourrais accueillir aussi les ados, tu vois, avec plein de spécialistes, plein de trucs, tu pourrais faire plein de projets de ouf en fait. Ouais, bah oui. Donc, et ça c'est pareil, la vidéo d'appel aux dons, d'appel au fonds, la vidéo qu'on avait préparée pour le ministère, pour les CPM, on avait tout tourné, hein. J'ai encore tout en ligne, c'est sur Vimeo, donc c'est sur privé, mais les vidéos je pourrais les sortir, on avait vraiment vachement avancé sur le truc, on avait fait des rapports d'opportunité, on avait préparé des dossiers et tout, et putain c'est tombé à l'eau. Voilà. On arrive à la fin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, juste t'exprimer ma gratitude de m'avoir invité à témoigner et à partager mon parcours un peu atypique, si tu veux, et m'inviter à parler de mes passions parce que je suis un vrai passionné et voilà, je ne m'arrête plus. Et donc, c'est super gentil à toi et j'ai trouvé ça génial que tu me proposes ce podcast-là. Et voilà, donc du coup, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que j'ai été clair et puis j'espère que mon témoignage, ça pourra motiver d'autres personnes à se lancer dans l'intimité en tant que thérapeute. Franchement, merci à toi parce que c'est pas évident de témoigner et t'es une personne passionnante. J'ai trouvé ça vraiment génial et époustouflant, tout ce que tu nous as partagé, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu fais. Donc merci pour tout ça. C'était vraiment top. Pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles choses à apprendre. Et merci encore Mathieu pour tout ça. Merci à toi.